Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour la présentation des résultats de cette enquête qui est une enquête inédite sur le rapport à l'information des ados âgés de 13 à 17 ans. Cette enquête, c'est Anaïs et moi qui allons la présenter. Anaïs, je te laisse dire qui tu es. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Pruvot, je suis directrice d'études dans l'Institut d'études CSA et je suis spécialisée dans les études sur les médias et les nouveaux usages. Et je suis Marie-Anne Denis, je suis directrice générale de Milan Presse. Milan, c'est un éditeur de presse jeunesse qui est implanté à Toulouse et qui fait des magazines pour les tout petits bébés jusqu'aux adolescents. Et en fait, on a décidé de faire cette étude parce que nous sommes très attachés à l'éducation à la citoyenneté. Et dans cette éducation à la citoyenneté, bien entendu, il y a un pan important qui est l'éducation aux médias et à l'information. Et jusqu'à présent, jusqu'à récemment, on travaillait uniquement en presse print, avec notamment un magazine qui s'appelle GeoAdo. Mais finalement, on avait un peu l'impression d'un entre-soi sur ces questions d'éducation aux médias, parce que GeoAdo s'adressait aux premiers de la classe et faisait aussi les bibliothèques des CDI. Et on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de créer une chaîne YouTube qu'on a conçue avec le soutien de YouTube pour pouvoir toucher les ados de manière beaucoup plus large, en toucher beaucoup plus. Aujourd'hui, cette chaîne, elle compte 450 000 abonnés, donc on a plutôt atteint notre objectif de dépasser ce qu'on faisait avec la presse print, et on a eu envie de faire cette enquête, encore une fois inédite, parce qu'on s'interroge beaucoup aux adultes après 18 ans, et on s'intéresse très peu aux ados sur ce sujet de l'information, alors qu'il est fondamental. Donc sans plus attendre, on vous dévoile les résultats. Ça va être en 5 parties, sur différents sujets, et entre ces parties vraiment chiffrées, je poserai certains éléments de débat que nous pourrons reprendre après la présentation avec vos questions, bien entendu. Donc, juste en introduction sur cette étude, donc l'objectif c'était d'aborder les usages médiatiques et la relation à l'information des 13-17 ans. On a réalisé l'étude en ligne au début du mois d'octobre auprès d'un échantillon de 1003 adolescents âgés de 13 à 17 ans. Au sein de cet échantillon, on a 50% de garçons, 50% de filles. Et on a 40% de 13-14 ans et 60% de 15-17 ans, de façon à être parfaitement représentatif de la cible interrogée. Et donc, on avait un questionnaire d'une durée de 15 minutes environ. Là, on va vous présenter évidemment qu'un extrait des résultats qu'on a obtenus, puisque l'étude est beaucoup plus conséquente. Et comme le disait Marianne, donc on va vous le présenter en 5 temps, en 5 grandes étapes. La première chose qu'on voulait vous montrer, c'est le degré d'intérêt ou d'importance que les 13-17 ans apportent à l'information. Et vous le voyez, on a une très grande majorité des 13-17 ans qui nous disent que pour eux, l'information est importante, puisque quand on leur demande est-ce qu'être informé, c'est important pour toi, 83% nous disent oui et 26% nous disent même oui, c'est très important pour moi, avec une toute petite différence suivant l'âge, puisque vous voyez que chez les 13-14 ans, on est à 80% et chez les 15-17 ans, on est à 85%. Et c'est important pour eux d'être informés parce que ça va leur permettre de se forger leur propre opinion. Vous voyez que tous ou presque sont d'accord pour le dire, 96% le disent. Ça leur permet de se faire sa propre opinion sur les sujets qui les intéressent. Ça leur permet d'être au courant de l'actualité. Ça leur permet d'enrichir leur culture générale. Et ça va aussi leur permettre de nourrir leurs échanges avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs amis. Une question qui est vraiment super intéressante là, dans cette étude, c'est qu'après, on leur a demandé de hiérarchiser l'information selon l'importance qu'elle revêt pour eux. Et là, on a un résultat qui est vraiment intéressant, c'est qu'on leur a présenté ces 6 grandes catégories d'informations et on leur a demandé donc de les classer du premier au 6e. Ils n'étaient pas obligés de tous les classer si certaines informations n'étaient pas du tout importantes pour eux. Et vous voyez que ce qui ressort en premier comme première information la plus importante pour eux, ce sont les informations liées au divertissement, donc toutes les informations qui vont être sur le cinéma, les jeux vidéo, les séries, la musique, etc. Donc il y a 80% de notre échantillon qui ont classé ce type d'information comme une information importante pour eux. Et vous voyez qu'il y en a même 47%, donc quasiment la moitié, qui l'ont classé en première position, qui arrive donc en tête. Ensuite, on a l'actualité nationale, l'actualité en France, quasiment 60%, 58%.
Ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir les informations locales sur le quartier, la ville, les informations sur les célébrités et les informations sur le sport. Et puis, dans un dernier temps, à hauteur de 28%, on va avoir l'actualité internationale. Donc, il y a quand même une petite précision à apporter sur cette question. Quand il y a 28% qui ont classé l'actualité internationale comme un sujet important pour eux, ça ne veut pas dire qu'on en a 72% qui ne s'informent pas du tout sur l'actualité internationale. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas classé parmi les sujets les plus importants à leurs yeux. Et enfin, pour terminer sur cette première partie, on leur a demandé quels étaient leurs formats favoris d'information. Et là, vous voyez que le résultat, il est sans appel. C'est un plébiscite pour le format vidéo, puisqu'on en a 84% qui nous disent qu'ils préfèrent le format vidéo, donc largement au-dessus des formats écrits ou des formats audio. Alors, il me semble que ce qui pose question, c'est qu'on peut évidemment se réjouir que les 13-17 ans pensent que l'information, c'est très important. Mais en même temps, on en a quand même 80% qui jugent que l'information sur les jeux vidéo, les séries, le cinéma est la plus importante, très loin devant l'actualité nationale et internationale. Et ce qui me semble, c'est qu'il faut se poser la question sur ce qui motive le choix pour ce type d'information, pour ce type d'actualité pour les 13-17 ans. On peut y voir bien sûr un phénomène de génération, où on se retrouve entre soi sur des sujets qui nous intéressent. On peut peut-être aussi y voir une forme de fuite ou de refuge face à une actualité qui est parfois très anxiogène, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, de la crise sanitaire ou de l'écologie. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite thématique de refuge sur ce type d'actu qui en plus est extrêmement disponible partout sur les réseaux sociaux ? On peut aussi se poser la question de la hiérarchie de l'information. Est-ce qu'ils sont en train de complètement bousculer cette hiérarchie qui, pour nous, adultes, est très différente? Et puis, sur la forme, 84% qui plébiscitent le choix de la vidéo pour s'informer, du format vidéo. Ça pose question, d'autant que les vidéos sont quand même de plus en plus courtes. On passe d'un format YouTube à un format TikTok en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut passer sur la complexité du monde, nous, médias, quand on est sur ces formats vidéo très courts? Qu'est-ce que ça nous impose comme changement de grammaire? On n'écrit pas sur des formats vidéo pour les réseaux sociaux comme on écrit sur du print. Donc on est confronté à toutes ces questions qu'on pourra reprendre bien sûr en débat ensuite. Donc ensuite, on leur a demandé quelles étaient leurs sources d'information et vous allez voir que sans surprise, on va avoir les réseaux sociaux qui vont arriver en tête. Et effectivement, c'est ce que vous voyez sur cette slide. Quand on leur demande pour t'informer qu'est-ce que tu utilises le plus, vous voyez que le premier moyen qui ressort, ce sont les réseaux sociaux à hauteur de 62%. Et on en a même 40% qui nous disent qu'ils utilisent, qui ont cité les réseaux sociaux en première source d'information. Donc ça arrive en tête devant les parents qui ont quand même un poids important et donc un rôle important auprès de cette jeune génération. Donc les parents qui sont au même niveau que la télévision. Et puis ensuite, toutes les autres sources d'information, vous le voyez, vont être beaucoup plus mineures. Et notamment les médias traditionnels qui arrivent vraiment en bas de classement, la radio et la presse papier. Ce qui va avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur leur préférence nette pour un format vidéo. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on a une vraie différence entre les 13-14 ans et les 15-17 ans. C'est ce qu'on vous a mis sur le côté de la slide, puisque vous voyez qu'on a les réseaux sociaux qui sont en tête chez les 13-17 ans dans leur ensemble, mais il y a une vraie différence entre les 13-14 et les 15-17. Chez les 13-14, les parents restent encore la première source d'information, et ensuite arrivent au même niveau les réseaux sociaux et la télévision. Et dès lors qu'on dépasse 15 ans, qu'on arrive à 15-17 ans, là les réseaux sociaux arrivent vraiment en tête et de loin, puisqu'on va être à 67% qui utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, et ça va donc devancer largement la télévision et ses propres parents. Et les ados qu'on a interrogés nous le confirment aussi quand on leur demande quel est ton support favori pour t'informer, pas ceux que tu utilises, mais celui que tu préfères utiliser. On voit que c'est les réseaux sociaux qui sont cités en premier lieu. 51% de l'échantillon nous ont dit qu'ils préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux avant toutes les autres sources d'information, avec quand même encore un poids important de la télévision et de YouTube qui montre l'importance attachée au format vidéo.
Alors, ce qui peut poser question sur cette partie, c'est qu'on a 62% des 13-17 ans qui s'informent sur les réseaux sociaux, mais les parents sont très proches derrière. 54% via leurs parents, et on l'a vu chez les plus jeunes, c'est même la première source d'information. Alors on peut se poser la question de se dire, mais comment est-ce qu'on peut inciter les parents à reconnaître ce rôle-là qu'ils ont dans l'information qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants? Comment leur faire jouer un vrai rôle d'éducateur? Comment on peut les inciter à instaurer des débats sur l'actualité? Quel peut être le rôle des enseignants, des associations pour aider les parents à émerger sur ce rôle-là? Et comment on peut former et informer les parents pour que les débats soient riches et de qualité? Ne pas perdre les parents de vue. Sur cette tranche d'âge, ils sont quasi aussi importants que les réseaux sociaux. Donc ensuite, pour cette troisième partie, on va vous montrer dans quelle mesure les adolescents ont confiance dans les informations qu'ils voient dans les médias. Et vous allez voir qu'on est plutôt sur une posture un peu réservée, voire de méfiance. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce que tu crois que tu peux avoir confiance dans les informations que tu entends à la radio, que tu lis sur les sites d'infos, dans la presse, que tu vois à la télé, etc. Donc vous voyez que sur tout ce qui va être médias traditionnels, sur la radio, la presse papier, la télé et sur les sites d'information, on a une génération qui a plutôt confiance dans ces sources d'information, puisqu'on est entre 67% de confiance et 71% pour ces quatre médias. Ceci dit, on est vraiment sur de la confiance modérée, puisque vous voyez que ceux qui nous ont dit qu'ils pouvaient tout à fait avoir confiance sont très peu nombreux. On est autour de 10% environ qui pensent qu'ils peuvent accorder totale confiance en ces médias. Et ensuite, quand on va passer sur les médias vraiment plus digitaux, sur YouTube, les podcasts et les réseaux sociaux, là, la confiance va vraiment baisser, puisque 50% nous disent qu'ils pensent pouvoir avoir confiance dans ce qu'ils voient sur YouTube. On est à peu près sur la même chose pour les podcasts. Et on baisse encore plus fortement sur les réseaux sociaux, où on n'est qu'à 42% qui pensent qu'ils peuvent avoir confiance dans les réseaux sociaux. Ce qui quand même un peu surprenant dans la mesure où on l'a vu, c'est leur première source d'information et leur source d'information favorite. Et ensuite, on leur a posé un petit peu la même question, mais non plus en parlant de médias génériques, mais en parlant vraiment d'émetteurs de l'information et en leur demandant s'ils pensaient qu'ils pouvaient avoir confiance quand ils entendaient une information qui émanait de leur propre famille, de leurs enseignants, des journalistes, des présentateurs télé, etc. Donc vous voyez qu'ils peuvent accorder leur confiance, ils l'accordent très fortement à ce que vont dire leurs parents et leurs enseignants. Je vous ai remarqué tout à l'heure le taux de tout à fait qui était vraiment très faible, autour de 10% pour les médias traditionnels. Là, on voit qu'ils accordent totale confiance, que c'est beaucoup plus élevé pour leurs parents et les enseignants, ce qui leur confère vraiment un rôle primordial. Ensuite, pour ce qui va être des journalistes, on est autour de 64%, donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que le niveau de confiance qu'ils accordaient dans les médias traditionnels, la radio, la presse, la télé. Et par contre, on va vraiment baisser dès lors qu'on va parler des youtubeurs et surtout des influenceurs. 42% ont confiance dans les informations qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais seuls 32% ont confiance dans les informations qu'ils voient de la part des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc on voit vraiment qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils se méfient vraiment des informations de ces émetteurs. Et puis, on a fait un petit focus un petit peu plus spécifique sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils considéraient que ces réseaux sociaux et YouTube étaient des sources d'informations fiables. Et donc, ils nous confirment leur sentiment. C'est que non, a priori. Bon, pour YouTube, ils sont plutôt partagés. 46% pensent que c'est une source fiable, mais 42% ne le pensent pas. Par contre, pour les réseaux sociaux à proprement parler, quand on est sur Instagram, sur Twitter ou sur, encore pire, sur TikTok, là, vraiment, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans ces sources d'informations, puisqu'on baisse à 24% de confiance pour TikTok. Au fond, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ces chiffres-là sur la confiance de données qui concernent des adultes. La Croix sort un baromètre de la confiance dans les médias tous les ans, qui est fait par l'Institut Kantar. Et les résultats sont très proches, c'est-à-dire que les adultes ne font pas confiance aux réseaux sociaux. Mais par contre, ce qui est plus surprenant, c'est qu'ils ne font pas confiance aux réseaux sociaux, mais ils ne s'informent pas beaucoup via les réseaux sociaux, en tout cas pour les plus âgés d'entre eux. C'est vraiment quelque chose qui baisse avec l'âge, on le sait. Et là,
Pour autant, les 13-17 ans, ils s'informent beaucoup via les réseaux sociaux, mais ils ne leur accordent pas leur confiance. Donc il y a une forme d'antagonisme qui est assez étonnante. Et par contre, sur le degré de confiance accordé, ils sont très similaires à leurs aînés. Ce que je voudrais pointer aussi, c'est que finalement, la confiance, pour eux, elle est faite avec la proximité, avec une proximité avec la source d'information. Que ce soit les parents ou les enseignants, ce n'est pas forcément la crédibilité née d'une expertise, c'est la crédibilité née d'une proximité. Pour cette quatrième partie, donc on va voir le sujet des fake news et des théories du complot, puisqu'on est parti du principe qu'on était quand même sur une génération qui s'informait beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet, et donc on avait envie de savoir dans quelle mesure ils pouvaient être exposés à des thèses complotistes et dans quelle mesure ils pouvaient adhérer à ce type de thèse. Donc dans un premier temps, on leur a présenté 4 thèses complotistes sans leur détailler les sujets, mais juste en leur montrant ces thématiques. Donc il y avait les Illuminati, le sujet des vaccins qui contrôlent les personnes via la 5G, les QAnon et les chemtrails. Et donc on leur a demandé si ce sont des sujets dont ils ont déjà entendu parler, même s'ils n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'au moins ils ont déjà été exposés en contact avec ces théories complotistes ? Vous voyez qu'on en a 53% qui ont déjà entendu parler des Illuminati. On en a 42% qui ont entendu parler des vaccins qui contrôlent les personnes par la 5G. Et puis après, on en a beaucoup moins, autour de 20%, qui ont entendu parler de QAnon et des chemtrails. Donc ils sont quand même assez fortement en contact avec les thèses complotistes, parce que si on cumule ces quatre thèmes, on a au final 67% de notre échantillon qui a entendu parler de au moins une de ces thématiques. Et on monte encore chez les 15-17 ans, puisque là on arrive à 72%, donc quasiment les 3/4 ont entendu parler d'au moins un de ces sujets. Et du coup, en découle une certaine perméabilité aux théories du complot. On leur a présenté ces différentes phrases que vous voyez à l'écran, et on leur a demandé dans quelle mesure ils étaient d'accord ou non avec ces différentes phrases. Et vous voyez que les résultats sont assez marqués. Quand on leur demande est-ce que vous pensez qu'on est au courant de tout ce qu'il se passe, on n'en a que 23% qui le pensent. Et je dirais un petit peu en corollaire, on en a 72% qui pensent qu'on nous cache volontairement aujourd'hui des choses. On en a quasiment 6 sur 10 qui pensent qu'on ne nous dit pas tout sur les vaccins. Et on l'a vu, ils sont très exposés, notamment au sujet des vaccins qui contrôlent les personnes par la 5G. 41% pensent que les gens sont surveillés secrètement par les gouvernements. Et un quart environ pensent que ce sont des organisations secrètes aujourd'hui qui dirigent le monde. Donc au final, si on cumule l'ensemble de ces résultats, on a 84% de notre échantillon qui adhère à au moins une de ces affirmations, ce qui est un taux particulièrement élevé, et on en a même un tiers qui en sont convaincus. Et c'est un taux qu'on avait déjà mesuré dans une précédente étude faite avec Milan Press, où on avait exactement le même taux, plus de 8 enfants sur 10, là on était sur une cible de 10 à 15 ans, plus de 8 sur 10 adhéraient à au moins une thèse complotiste. Donc on se dit qu'il y a 84% des 13-17 ans qui croient ou qui pensent qu'il est possible que l'information ne soit pas transparente et que nous soyons manipulés. Pour autant, on a envie de se dire que ce n'est pas une croyance dure, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement cristallisé, installé. Mais les 13-17 ans sont très fortement exposés à des théories du complot, comme on l'a vu, et il y a une tentation, une séduction de ces théories. Évidemment, elles sont assez fascinantes parce qu'on a l'impression de faire partie des happy few qui connaissent et qui savent comment marche le monde. Souvent, il y a un discours qui est extrêmement galvanisant ou très séduisant. Donc on peut se demander dans quelle mesure, même si ces croyances ne sont pas installées, ne sont pas figées, elles ne préparent pas le terrain, malgré tout, à des croyances plus dures à l'avenir. Donc comment peut-on faire pour les combattre ? Dans quelle mesure ça les fragilise sur leur connaissance du monde, sur la compréhension du monde, et comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre ces théories qui sont très présentes et dont on voit qu'ils y sont exposés et qu'ils sont séduits par ces théories.
Voilà, et pour terminer, on voulait vous montrer juste quelques chiffres sur l'attitude que les ados vont avoir au moment où ils reçoivent une information ou avant de la partager. Et vous allez voir qu'il y a des réflexes qui restent encore à développer. Donc on leur a demandé, lorsqu'ils reçoivent une information, est-ce qu'il leur arrive de la vérifier. On en a 80% qui nous disent oui, 60% parfois et 20% souvent. Donc ça veut dire qu'ils le font, mais c'est encore très loin d'être systématique. Et est-ce qu'ils vérifient une information avant de la rediffuser à leur entourage? On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Ils nous disent plutôt oui, mais sans que ce soit un réflexe et une pratique systématique. Et on en a quand même 27% qui nous disent qu'ils ne le font absolument jamais. Donc ils rediffusent une information sans avoir la certitude qu'elle est véridique. Et pour ceux qui nous disent vérifier l'information, ne serait-ce qu'occasionnellement, on voit que c'est auprès de leurs parents qui vont aller la vérifier en premier lieu, puisque 73% vont d'abord aller en parler avec leurs parents pour en avoir le cœur net, ce qui là aussi montre le rôle déterminant des parents auprès de cette tranche d'âge pour lutter contre la diffusion des fausses informations. Et après, on en a 56% qui disent qu'ils vérifient l'information en croisant les sources. Alors notre sentiment, c'est que c'est peut-être un peu plus une posture parce qu'ils savent que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'ils ont appris que c'est quelque chose qu'il faut faire. Est-ce que c'est la réalité? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Donc on a quand même 8 adolescents sur 10 qui nous déclarent qu'il leur arrive de vérifier une information quand ils la reçoivent ou avant de la partager. Donc Anaïs vient de le dire, est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est la réalité? En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que l'éducation aux médias, qui est devenue obligatoire dans les programmes scolaires depuis 2016, commence à faire son chemin. Parce que même si la réalité des faits montre que c'est pas fait du tout systématiquement et qu'on peut se poser des questions sur la réalité de l'attitude, malgré tout, ces 13-17 ans, ils savent qu'il faut le faire. Donc on va se dire qu'il y a de l'espoir. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire que là encore, le rôle des parents est absolument crucial. 73% qui déclarent qu'ils demandent à leurs parents si une info qu'ils ont vue est vraie, c'est absolument énorme. Donc si le parent est lui-même mal informé ou complotiste, ça a peu de chances de nous faire du bien. Par contre, si le parent est capable d'engager le débat, là, ça devient vraiment intéressant. Donc on en revient à nouveau à ce rôle des parents qui sont le premier rempart contre les fake news et qu'il est urgent d'éduquer, de former pour leur expliquer quel rôle ils peuvent jouer et pour aider à ce qu'on ait une société qui soit mieux informée et des ados qui soient plus en posture de confiance et de stabilité par rapport à l'information qu'ils reçoivent. On en a terminé parce que le comment donner au sport féminin la place qu'il mérite, ce n'est pas nous. Je vous en prie, on accueille vos questions avec grand plaisir. Il y a de la matière dans cette étude, donc n'hésitez pas à nous interroger sur tout ce que vous souhaitez. Oui, bonjour. Sur deux volets, des volets que vous avez exposés, je voudrais savoir si vous avez eu les moyens de comparer avec des populations adultes, de ce qui se passe dans les populations adultes. Je pense particulièrement à l'attitude par rapport à la vérification des informations et la diffusion des informations. C'est-à-dire qu'il y a des études, alors je ne pourrais pas vous les citer précisément là, mais certaines études tendent à montrer que les adultes, et notamment les seniors, ne sont pas plus préservés de la diffusion des fake news et voire de l'accès aux tests complotistes que les plus jeunes. Donc est-ce que vous avez eu les moyens d'avoir des échantillons de comparaison? Et même question sur la hiérarchie de l'information, parce que vous étonniez un petit peu que l'information internationale arrive si tard. Est-ce qu'on a des populations adultes de référence qui pourraient montrer que ça marche à front renversé pour une population adulte? Alors, sur les seniors, oui, toute la population est confrontée à la propagation des théories du complot et toute la population doit apprendre à la vérifier.
finalement, ces 13-17 ans, ils sont sensiblement très proches de populations de jeunes adultes, donc on va dire jusqu'à 35 ans. Et il y a des études de la Fondation Jean Jaurès qui montrent les mêmes positions, les mêmes perméabilités aux théories du complot et la même volonté de vérifier l'information. Sur les seniors, ça se joue sans doute un peu différemment, bien que je n'ai pas d'études de référence, parce qu'ils sont quand même moins sujets à s'informer via les réseaux sociaux et que la vérification de l'information se fait peut-être de manière différente. Mais je n'ai pas d'études en soi. Après, sur l'infodivertissement, moi, ça me pose question, mais je n'ai pas les réponses. Je pense que de toute façon, l'infodivertissement, elle s'est largement propagée à la télévision aussi. On n'est plus tellement sur les grands-messes de 20h. Il y a plein d'autres émissions de télévision qui font de l'infotainment. Donc clairement, cet infodivertissement, elle s'est propagée. Mais malgré tout, chez eux, elle est particulièrement forte parce que sur les réseaux sociaux, l'info, elle est un peu noyée au milieu du divertissement. Et sur notre chaîne YouTube, ce qu'on voit, on a fait une étude Cali pour voir comment elle était perçue par les ados qui nous regardent. Ils sont en attente d'une forme humoristique à laquelle ils prêtent autant d'attention qu'au fond. Donc, le divertissement fait partie de ce qu'on doit leur apporter pour qu'ils accèdent au fond. Donc, ce mouvement-là, il est beaucoup plus fort chez les ados que chez les adultes. Mais l'infodivertissement en soi, oui, ça s'est propagé dans toutes les couches de la population, quel que soit l'âge. Merci beaucoup pour cette étude. J'avais 2 questions. La première, c'était si vous avez... Peut-être je l'ai raté au début. Est-ce que vous avez différencié entre des jeunes en ville ou dans des régions plus rurales ou des régions de la France, ou est-ce que c'est vraiment un échantillon de toute la France et vous n'avez pas regardé ça? Et la deuxième question sur l'importance, quelle était la question exacte que vous avez posée? C'est qu'est-ce qui est important pour vous, ou qu'est-ce qui vous intéresse, ou quelle était la question que vous avez posée sur la... Oui. Alors, sur l'échantillon, déjà la première chose, c'est que on est sur un échantillon sur la France entière, donc avec l'ensemble des régions représentées et des tailles d'agglomération. On a analysé les résultats suivant ces critères-là. Il n'y a aucune différence qui est ressortie. Parce que tous les comportements qu'on a mesurés, toutes les attitudes qu'on a mesurées auprès de cette tranche d'âge sont vraiment homogènes, qu'on soit un ado à Paris ou en province, qu'on soit dans une toute petite commune ou dans une très grande agglo. On n'a jamais vu de différence. Les seules différences notables qu'on a notées, c'est qu'on a quelques différences entre les garçons et les filles. Je ne vous les ai pas tous détaillées ici, mais c'est un peu un cliché malheureusement, mais les garçons nous disaient qu'ils étaient plus intéressés par les infos sur le sport et les filles un peu plus par les infos sur les célébrités. Et les différences qu'on a, celles que je vous ai montrées, c'est les différences entre les 13-14 ans et les 15-17 ans, avec notamment la bascule sur les réseaux sociaux. Et il y avait une toute petite différence également qu'on a notée, c'est en fonction de la profession du parent responsable du foyer. Et on a vu que les thèses complotistes avaient un petit peu plus de présence dans les foyers CSP- par rapport aux autres foyers. Donc ça, ce sont les seules différences qu'on a notées. Ensuite, sur la hiérarchie de l'information, c'est vraiment une question d'importance pour toi. On leur a demandé qu'est-ce qui est important pour toi. Et donc, on leur présentait ces grandes thématiques d'information. On leur a demandé de les classer, donc de nous donner la première information la plus importante pour eux, et ensuite en 2e position, en 3e position, en 4e position, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas dans quelle mesure ils s'informent, c'est qu'est-ce qui est important pour eux. Oui, il y a un lien pour consulter l'étude et si vous me laissez vos coordonnées, je peux même vous l'envoyer. Oui, il y a des résultats au-delà de ceux qu'on a donnés là. Dans le temps qui nous est imparti, on ne pouvait pas tout présenter. Ça aurait été trop vous assommer de chiffres, mais il y a d'autres résultats à dispo.
Moi, c'est plutôt plus un commentaire qu'une question, mais après, on peut commenter les commentaires. On voit donc le rôle essentiel des parents comme éventuelle barrière à la propagation des fake news, mais on pourrait un petit peu renverser la chose et peut-être imaginer une sorte de cercle vertueux, parce qu'on voit que les enfants sont très prescripteurs de comportement chez les parents. On a utilisé beaucoup les enfants, par exemple, pour obliger les parents à mettre la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, les enfants sont aussi très prescripteurs de conseils de comportement écologique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à un moment que les enfants jouent aussi un rôle d'éducation de leurs parents qui sont confrontés aux fake news ? Ce serait l'idéal. Et effectivement, ça nécessite d'introduire des débats de qualité entre les enfants et les parents, et donc que les parents prennent conscience du rôle qu'ils peuvent jouer. On entend quand même un discours ambiant qui est ouais, c'est la faute des réseaux sociaux si les ados sont désinformés. Oui, mais il y a tout à fait moyen de faire contrepoids, et visiblement, ils sont en attente de discussion avec leurs parents. Mais effectivement, dans l'échange de compétences et d'expertise, les ados sont particulièrement bien équipés pour expliquer le fonctionnement des réseaux sociaux à leurs parents. Pas d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup de votre présence et bonne journée. Merci.